gens, pour moi, qui n'ont pas eu de succès avec l'implantation du co-développement, je dis toujours qu'ils ont bu le Kool-Aid. Tu sais, quand tu bois du Kool-Aid quand t'es petit, ben ta langue est orange. Tu sais? Et puis, c'est que t'aimes trop ça. Puis l'affaire, c'est que là, que t'essayes de convaincre qu'il faut faire ça. C'est bon que tu sois passionné, mais il faut pas que tu sois dans le quoi. Il faut que tu sois dans le pourquoi. Il faut que tu sois dans le comment. C'est vraiment ça pour moi. C'est pour ça que j'ai écrit ce guide-là avec France sur comment implanter les groupes de co-développement. C'est la même chose pour le coaching d'équipe. Il faut avoir une perspective de développement organisationnel pour moi. C'est ça. Nathalie Sabourin est coach certifiée et facilitatrice reconnue pour son expertise en co-développement et son approche axée sur les forces. Elle accompagne des leaders et des équipes en Amérique du Nord, en Asie et en Europe en conjuguant clarté stratégique et compréhension fine des dynamiques humaines pour générer des transformations durables. Elle est co-autrice de 2 ouvrages de référence sur le co-développement et explore des thèmes tels que le co-leadership, l'intelligence collective et les cultures d'apprentissage à travers ses livres, balados et conférences. Coach certifié Gallup depuis 2008 et partenaire Coaching Yourself depuis 2016, elle puise son inspiration dans les voyages, le sport et la gastronomie partagée en famille. Aujourd'hui, Nathalie vient nous parler de co-développement, co-leadership et intelligence collective. Allô, Nathalie? Oui, allô. Comment ça va? Je suis tellement contente d'être avec vous autres. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Ouais, on est bravo pour votre beau podcast. Merci, c'est gentil. Mais honnêtement, on en jasait un peu avant aussi, puis on reçoit une queen là, avec nous. Ouais, c'est ça, on reçoit une experte. Vous autres, vous êtes les queens, les power queens du podcast. C'est fine, mais non, honnêtement, un beau nom, RRH, je peux pas avoir mieux que ça. On donne le crédit à notre directrice de maîtrise, Stéphanie Austin, celle qui a trouvé notre nom. C'est bon, on s'entoure, c'est ça qu'il faut. Oui, exactement. Faut le CA de notre carrière, c'est ça. Oui, on est vraiment contente de t'avoir, puis c'est ça, je pense que ça va être vraiment intéressant. Le sujet d'aujourd'hui, on en a jasé beaucoup pré-enregistrement, là. Donc, merci pour l'invitation. Oui. On aimerait savoir, au début, avant de commencer, ton parcours professionnel, qu'est-ce qui t'a amené à te développer professionnellement, à faire ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené à justement t'intéresser à la santé des organisations, plus spécifiquement, en fin de compte? Ouais. Ben, croyez-le ou non, mais moi, j'ai étudié en finance, hein. Donc, des fois, les gens, ça surprend. Ça surprend, puis plus tard, c'est ça. Je suis allée faire ma maîtrise, c'est ça, au HEC, puis je me suis spécialisée plus sur le développement des compétences, puis je me suis intéressée au développement organisationnel, etc. Mais moi, j'ai eu cette chance-là, vraiment unique, de rentrer chez EY en consultation. Et puis, quand tu rentres en consultation comme ça, ben ils te mettent pas sur des postes particuliers. Donc, ils vont te mettre sur différents projets. Puis là, après, ben ils voient un peu, tu sais, comme où est-ce que tu gravites. Et moi, j'ai eu ce privilège-là, c'est ça, vraiment de rentrer dans l'équipe qui s'appelait Strategic HR. Et je considère vraiment que j'ai eu 2 personnes dans ma vie qui ont été des bougies d'allumage, vraiment. Puis ça a été ma gestionnaire, Ruth Matt, qui a été, je pense, la plus grande facilitatrice vraiment que j'ai rencontrée au début de ma carrière. Puis ensuite, Eve Zéville, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans. Mais Ruth Matt, donc, m'a initiée, au fond, à la gestion humaine du changement dans Strategic HR et comment faciliter des groupes. Et j'ai dit, c'est ce que je veux faire dans ma vie. C'était vraiment par observation et de voir. Mais dans la vie, moi, j'ai toujours eu cet intérêt, au fond, à ouvrir la communication, à ouvrir le dialogue. Et ça a été vraiment une bougie d'allumage. Donc, j'ai vraiment décidé, c'est ça, de bifurquer puis d'aller vraiment plus en ressources humaines. Et puis après, ben écoute, c'est ça, j'ai travaillé en technologie, j'ai quitté les ressources humaines pour m'en aller en Customer Value Management, puis je pense que ce poste-là, ça a été mes débuts comme de co-développement, honnêtement, parce que je facilitais donc au fond des rencontres pour qu'on puisse répondre aux besoins des clients, basés sur ce qu'ils nous avaient dit dans les sondages. Donc, je réunissais toutes les fonctions ensemble pour trouver des solutions. Alors,
J'avoue, c'est quand même incroyable. Et puis ensuite, je suis retournée en consultation. Puis après, j'ai eu 2 beaux enfants. Puis j'ai décidé de partir à mon compte. Puis après ça, ben ça a juste... je pensais faire ça 10 ans. Mais honnêtement, après 10 ans, j'étais là, wow, je veux juste poursuivre. Je veux juste poursuivre. Puis j'ai continué vraiment. Ce qui me passionnait, c'était les approches participatives, le coaching d'équipe, le coaching de groupe, vraiment tout ce qui est l'intelligence collective. Absolument. Puis je me suis passionnée sur toutes ces approches-là, les approches des forces, le co-développement, le coaching, etc. Oui, tout ce qui est dans la psychologie positive, puis vraiment le développement, moi j'aime ça appeler ça le développement personnel, professionnel, tu sais, de développer l'humain, mais... Le potentiel. Exactement. Ouais, le potentiel. Ouais, je te dirais vraiment, humain. pour moi, ça, c'est vraiment ça. Moi, ma mission intérieure, c'est de faire en sorte que les gens déploient leurs ailes. Donc, les leaders et les équipes, ils déploient leurs ailes pour aller chercher leur plein potentiel. Ça, c'est ma mission dans ma vie. Je me réveille à tous les jours, puis c'est ça. Moi, quand les gens ils ont une étincelle dans les yeux, j'ai fait mon travail, mais je veux que ça ait des retombées. C'est vraiment important pour moi. Tu sais, hier, j'étais avec une directrice principale, tu sais, qui gère une très, très grande entreprise dans le secteur financier. Puis, tu sais, on a accompagné cette équipe-là pendant 1 an. J'avais une conversation, tu sais, parce que eux autres, après, ils ont fait des choses par eux-mêmes, etc. Tu sais, puis elle me parle des retombées, elle me parle de comment est-ce que l'équipe se fait confiance, comment est-ce qu'ils sont allés à un autre niveau. C'est ça. C'est ta paye, là. Honnêtement, ma paye comme coach, c'est que je parte. C'est ça. Je peux pas rester. Si je reste, j'ai pas fait mon travail. Parce que comme leader, soit tu as 3 postures. Soit tu es en avant, soit tu es à côté ou soit tu es dans l'ombre. Tu as 3 postures que tu peux jouer. Et puis moi, comme coach, je les joue ces 3 postures-là. C'est ça. Alors, mais vraiment, ce que j'ai le plus de bonheur, c'est quand j'ai passé en avant, à côté, puis là, c'est dans l'ombre. Oui, c'est ça. Les équipes sont prêtes à voler de leur propre Exact. C'est ça, parce que c'est ça qui va faire l'effet multiplicateur. Absolument. C'est ça. Donc, c'est un mindset qui est très différent qu'un consultant. C'est vraiment beau ce que tu dis, puis je pense qu'il y a eu beaucoup de contenu dans tout ce que tu as mentionné, puis je pense que c'est important quand même de venir définir un peu peut-être les concepts pendant un deux. Tu sais, on a parlé de co-développement, co-leadership, coaching. Fait que si jamais on peut commencer par un peu venir peut-être définir un peu les 3, puis est-ce qu'il y a des ressemblances entre, ou est-ce que ça se rencontre un peu? Ça se chevauche-tu? Bon, premièrement, c'est ça, c'est quand on parle du terme de co-leadership, donc ça s'insère dans les définitions de leadership, OK? Mais il y a plusieurs, tu sais, puis vous les avez tous analysés, mais quand on parle de co-leadership, ça s'insère dans le leadership partagé. OK. Et donc, on a une philosophie, une définition que le leadership, ce n'est pas un titre. Ouais. Donc, c'est une posture. C'est une posture, OK? Donc, et que le leadership, c'est d'avoir un impact positif sur des situations et des personnes. Okay? Donc, ça, c'est très, très important, ça. Et c'est aussi, quand on s'en va dans un leadership partagé, c'est comme Keith Ferrari dans son livre Never Lead Alone, et qu'on s'en va du leadership, from leadership to teamship. OK? Donc, on s'en va dans une dimension collective. OK? On s'éloigne de la notion de moi comme leader. Okay? On s'en va dans une dimension collective, on s'en va dans un leadership qui est plus hiérarchique. Où est-ce qu'on veut réduire la hiérarchie. Y a-t-il un lien aussi avec le communityship de Mintzberg? Mais tout à fait, c'est complètement interrelié. Donc, nous, on est très impliqués, on est avec Coaching Ourselves, etc. Donc, on est dans cette philosophie-là de Mintzberg. Complètement. Oui, c'est ça. Donc, ensuite, c'est que si on se dit qu'on veut développer le co-leadership, OK, donc ça veut dire qu'on veut faire en sorte... Il y a un changement quand même de pouvoir. Donc, on s'en va aussi vers une posture beaucoup plus d'ouverture puis d'humilité. Okay? Donc, quelles sont les pratiques qui vont nous amener vers ça? Donc, c'est pour ça que j'appelle ça les pratiques de co-leadership. Le co-développement est une pratique. C'est dans le co-leadership. S'insérer dans des pratiques de co-leadership. OK, je comprends. Parce qu'on a besoin... Nous, on va accompagner des équipes, avec le modèle de Tuckman, c'est les 4 étapes, la formation des équipes, ensuite on s'en va peut-être dans le storming, les conflits, la normalisation, la performance. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup aux nouvelles équipes qui vont commencer ensemble et aussi la phase de normalisation. Okay? Mais si on s'en va dans ces 2 phases-là, la phase de normalisation, c'est souvent, je les appelle les équipes de Tour de France. C'est des cyclistes de haut niveau, OK?
Mais au fond, que ça soit, tu sais, le Tour de France, c'est quand même un cycliste qui va gagner. Là, pour moi, c'est la mission commune. OK. Donc, c'est pas un cycliste, on a tous un but commun, Ouais. mais qu'on est tous ensemble à travailler ensemble vers ce but commun-là. OK? Donc, c'est pas une seule personne. OK? Puis c'est que c'est tellement important aujourd'hui parce qu'on vit dans un environnement extrêmement complexe. Très, très, très complexe. On a passé du compliqué au complexe. Puis dans ce contexte-là, quand c'est complexe, on l'a pas la vision. Mais on peut avoir une intention. On peut avoir une intention, mais cette intention-là, OK, on a besoin de la développer ensemble. On a besoin de la co-créer. C'est pas seulement une seule personne qui va avoir toutes les réponses. Mais on est encore dans des environnements où est-ce qu'on parle trop, pour moi, de leadership individuel. Dans les formations universitaires, dans les MBA, on valorise et beaucoup de littérature est sur moi comme leader. Puis pour moi, il devrait y avoir plus de conversations sur le leadership partagé et puis sur cette notion-là de teamship. Pourquoi, selon toi, justement, on n'en parle pas assez? C'est-tu parce que c'est quelque chose qui est encore peu connu ou du moins que c'est la société dans laquelle on vit qui fait qu'on parle de leadership individuel? Il y a plein de facteurs, j'imagine. Oui, il y a cette notion-là, justement, de leadership individuel. Je pense que c'est ça. Il faut continuer, c'est ça. Il faut que les programmes évoluent. Tu sais, c'est comme, je me pose tout le temps la question, comment ça se fait qu'encore à l'université, il y a des cours qui s'appellent gestion du personnel? Ça me dépasse complètement. Tu sais, c'est comme on a accompagné une équipe où est-ce que, tu sais, c'était une équipe de direction où est-ce qu'il y avait le pouvoir centralisé. OK. Puis après ça, ben ils ont voulu vraiment faire en sorte que le pouvoir s'en aille plus à toute cette équipe de gestion-là, qui était environ 16 personnes, donc de passer de 3 à 16. Puis après ça, ben là, on a commencé à faire de la planification stratégique, mais maintenant en impliquant un échantillon représentatif d'employés. Ben, quand ils faisaient ça, leur foutue rencontre, ils appelaient ça la rencontre du personnel. Je dis, mais là, il faut absolument changer ce mot-là, OK? Parce qu'il y a personne qui veut des rencontres, puis il y a personne qui veut s'appeler du personnel. Non. Personne. C'est complètement dépassé, on dirait. Donc, ils l'ont renommé rendez-vous avec un autre mot que je n'aimerais pas pour garder la confidentialité. Mais ça change complètement. Mais la façon dont on nomme les choses aussi, c'est tellement important. C'est important, là. Les mots sont des fenêtres ou c'est des murs. Ça a un impact vraiment sur la symbolique d'une réunion ou justement sur plein de choses, mais comment qu'on fait justement pour comme peut-être initier cette co-création-là ou cette co-leadership-là? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de stimuler ça davantage dans les équipes? Ben, c'est là où est-ce que, au fond, des parcours de coaching viennent en place. Donc, ça peut durer plusieurs mois, comme, tu sais, ça peut changer, ça peut être simple aussi, tu sais. Cet été, juste pour te donner un exemple, là, cet été, j'ai un entrepreneur qui est rentré en communication avec nous à travers une référence, là, tout ça. Et puis, lui, là, il avait décidé qu'il voulait réunir 16 de son équipe de gestion, et puis il avait déjà tout fait son agenda dans son bureau avec la directrice RH. Mais il y a 2 personnes seulement qui sont incluses dans le processus en ce moment. Et là, tout le détail, là, tu sais, puis là, ben là, moi, j'arrive là-dedans. Bon. Attention, Nathalie. Je commence à poser des questions. Absolument. Tu sais, tu sais, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la business, où est-ce qu'ils veulent s'en aller, pourquoi est-ce qu'il veut faire ça, etc., etc. OK? Puis j'ai commencé à lui parler justement de ce qui était prêt, au fond, à faire les choses autrement, parce qu'un des enjeux, c'était il veut mobiliser son équipe. Il veut faire en sorte que les gens puissent vraiment s'en aller puis de co-créer ensemble cette direction-là. Donc, je l'amène un peu à réaliser que la façon, au fond, qu'il pense le faire, comme avec un agenda qui a été créé par 2 personnes dans un bureau, puis que l'agenda a déjà été défini, ça va être un défi. OK? Mais il a été ouvert à voir les choses autrement, puis on a fait un super World Café absolument incroyable, où est-ce que les 3 thèmes, ils ont été co-créés avec ça, on les a amenés dans un exercice de priorisation, puis là les choses, c'est parti, là, il y a des comités qui sont là, je viens de lui parler, c'est comme wow! Mais tu sais, il a été dans une ouverture. Il a été dans une ouverture pour voir les choses autrement. Mais ça, c'est tout simple. Tandis que tu sais, il y a des coachings d'équipe, ça peut durer 1 an, là. C'est ça. Parfois, il y en a qui sont un peu plus comme je dis ça,
intolérant au changement, dans un sens. Réfractaire au changement, ouais, c'est ça. Lui, t'as sorti une ouverture. Faut y aller tranquillement. Ouais, tranquillement. Faut y aller tranquillement. Puis il y a des approches qui, tu sais, comme l'approche des forces, des choses comme ça. Ça l'amène d'être capable de redécouvrir tes forces au-delà de ton expertise. Ouais. Ça amène des conversations absolument extraordinaires, de collaboration, puis de partenariat, puis ensuite, de co-créer notre vision ensemble. Ouais. C'est ça, une équipe hautement performante. Le premier facteur, c'est d'avoir une vision commune. Faut avoir une vision commune. Ça se peut, au fond, que cette intention-là, c'est la haute direction qui va l'avoir définie, mais le plan d'action, ça, on va le co-créer ensemble. Tu penses-tu que c'est réaliste comment je peux dire ça? Parce que je trouve que c'est vraiment une belle vision, puis je suis vraiment d'accord avec toi, mais il y a quand même, une personne à la tête, par exemple, d'une entreprise, ou tu sais, c'est les gestionnaires, tu sais, c'est des gens qui sont dans des petits groupes. Est-ce que tu penses que les gens sont ouverts à partager cette responsabilité-là ou un peu leur leadership, justement, ou comme, est-ce que c'est réaliste, tu penses, de penser, justement, que comme les gens sont ouverts à se responsabiliser, à partager, à être intégrés dans des processus décisionnels, parce que, tu sais, il y en a des gens, j'ai l'impression, puis c'est vraiment une impression, mais qui viennent au travail, ils font leurs petites affaires, puis une fois que c'est terminé, c'est beau, moi, je m'en vais chez nous, j'ai pas de prise de décision à avoir, j'ai pas non plus de pouvoir hiérarchique quelconque. Moi, je m'en viens faire mes choses, puis ça me convient. Fait que est-ce que... Mais ça, pour moi, ça, c'est correct. Tu sais. Ça, c'est vraiment... Mais tu sais, pour moi, c'est que nous, on accompagne surtout des dirigeants, on accompagne surtout des équipes de gestion, puis après, souvent, c'est que eux, ils vont appliquer, au fond, certaines de ces approches-là, collaboratives, etc., dans leurs propres équipes. Tu sais. Donc, tu sais, c'est où tu commences, puis où est-ce que tu vas semer la graine, puis où est-ce que ça va... Puis ça sera pas pour tout le monde. Tu sais, mais tu sais, je regarde un parcours comme ça, celui que je viens de nommer, là, tu sais, c'était clair. C'était tellement incroyable, ce haut dirigeant-là, tu sais, quand on a commencé le parcours, OK, puis qu'on a commencé à les amener sur différentes approches, puis une des approches qu'on les a amenées, c'était le World Café, OK? Ben, eux, ils ont implanté le World Café par eux-mêmes après pour co-créer leur plan d'action, OK? Puis le DG, je lui avais dit, tu sais, laisse-les faire, tu sais, mais toi, va te promener, tu sais, mais sois pas complètement impliqué, tu sais. Et nous, on allait refaire un autre atelier dans l'après-midi, ils faisaient leur World Café dans l'après-midi, puis là, il descend en bas, puis là, il vient nous voir, tout ça, moi puis Ron. Il dit, mais c'est absolument incroyable. Ils viennent de créer le plan d'action, là, qui est 95% de qu'est-ce que moi, j'aurais voulu, puis que j'aurais fait dans mon bureau. Puis là, il me dit en farce, il dit, vraiment, Nathalie, là, si je avais connu le World Café, là, il y a 15 ans, là, j'aurais une petite face de bébé. Mais ça me fait tellement penser, on dirait, aux 3 besoins psychologiques fondamentaux. Tu viens intégrer l'autonomie, l'affiliation, la compétence. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Faut quand même que c'est souvent des leaders qui se rendent compte que vraiment, ils réussiront pas tout ça. Ils ne réussiront pas, mais il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a un entrepreneur avec qui on est en train de parler, c'était tellement intéressant. C'était son père qui dirigeait une entreprise qui a beaucoup de succès là, ici. Ouais. Mais cette entreprise-là, c'est son père qui l'avait, puis son père, il contrôlait complètement toutes les décisions. OK? Business familial. Lui, ça fait 3 ans là, maintenant, il y a eu la transition, tout ça, là, et lui, il est en train d'amener l'entreprise, là, mais complètement ailleurs. Là, la croissance là, dans les 3 dernières années, c'est absolument incroyable. Et puis, tu sais, quand on lunchait avec lui, il était là, oui, moi, je crois à ça, le co-leadership, je l'ai vu, je l'implante. Mais c'est ça, c'est de faire en sorte qu'on est ensemble. Mais c'est fragile, c'est très, très fragile. Et là, il faut que je continue, il faut que je lâche pas. Tu sais, c'est ça, parce que si on continue pas puis qu'on n'y croit pas, on peut retomber. On peut revenir en arrière. Ouais. Mais j'avais une question par rapport à tantôt, on parlait de leadership partagé, puis on parlait aussi du leadership individuel. Oui. Dans le leadership partagé, j'ai comme l'impression qu'il y a aussi ton propre leadership individuel. C'est parce que tout le monde a leur propre, j'imagine, leur propre posture et tout ça. Est-ce que toi, tu travailles aussi à ce que les gens apprennent, se développent avec leur posture de leadership individuel? Toujours. Toujours?
Toujours, parce qu'au fond, quand on fait des parcours de coaching d'équipe, il y a toujours du coaching individuel qui est intégré. Toujours. Et puis, il y a quand même des prises de conscience. Donc, et puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que tu auras toujours, je dis toujours, sur la courbe d'adoption comme de la technologie, tu sais. Donc, tu sais, en anglais, on appelle ça les early adopters. Donc, les gens vraiment, là, oui, ils croient, ils sont avec toi, tout ça. Tu auras toujours un peu ceux qui vont douter, peut-être un peu cyniques, etc. Puis après, tu as des gens qui sont, je suis prêt à embarquer. Tu sais, je suis pas sûre complètement. Un pied dedans, mais un pied dehors. Plus je le vis, plus je suis comme, hey, oui. Il le voit, tu sais, la différence. Tu sais, je vais donner un exemple concret, tu sais. Quand tu regardes toute la littérature, par exemple, dans le coaching d'équipe et tout ça, souvent, ils vont dire, OK, bon, tu sais, as besoin de créer la vision d'équipe et tout ça, puis après ça, on va créer une charte d'équipe. Une charte d'équipe, c'est les comportements, tu sais, au fond, c'est qu'on va définir ensemble comment est-ce qu'on veut travailler ensemble, est-ce qu'on veut se dire les vraies affaires, est-ce qu'on veut justement être dans une responsabilité partagée, est-ce qu'on veut apprendre les uns des autres, t'sais, on se donne on nomme ce qu'on ne veut plus comme équipe, puis ce que l'on veut. Ben, dans des parcours, dans la littérature, ils vont recommander souvent de faire ces exercices-là très au début d'un parcours. Okay. Mais tu sais, quand tu es avec une équipe de direction, là, au début, là, je pense pas qu'ils veulent vraiment parler de comportement. Mais donc, nous, on le fait plus tard. On le fait plus tard, plusieurs mois après qu'il ait déjà vécu plusieurs choses. Donc, comme par exemple, qu'il ait vécu définir la vision d'équipe, définir, avoir co-créé ensemble leur plan d'action, après ça, avoir vécu le co-développement. Ben, OK, là, on a vécu des choses ensemble, on a vécu des moments, la confiance c'est ça, a augmenté. Tu sais, parce que tout ça, c'est là. Est-ce qu'on est capable de se faire confiance? Est-ce que toi, tu deviens plus transparent avec moi? Est-ce que je vois que tu es en train de changer? Est-ce que je crois, je vois qu'il y a des choses on implante nos projets? Puis oui, c'est vrai, parce que c'est à travers ça. Est-ce que je vois des actions concrètes? On a changé nos rencontres, on est dans un leadership distribué dans nos rencontres, par exemple. On a mis en place du co-développement, on se co-coach entre nous, tu sais, on a créé des moments où est-ce qu'on fait de la co-création ensemble, on a nos labs d'innovation. Je commence à y croire. Ouais, c'est ça, hein. Ben, c'est toutes des petites actions, des petits steps que comme au final, c'est un tout, comme. Oui, c'est exactement ça. Mais là, OK, là, je pense que là, je vais être prête de contribuer dans un atelier où est-ce qu'on va parler de nos comportements. Les gens, j'ai l'impression que les gens sentent qu'ils apportent concrètement quelque chose. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, hein. Ils sont impliqués. Exactement. Ils sont impliqués. Exactement. Exactement ça. C'est exactement ça. Wow. Puis tu parlais justement aussi d'une technique de co-développement que vous faites, que vous utilisez. Puis je serais curieuse justement que tu nous en parles un peu plus, que tu nous expliques un peu c'est quoi le co-développement. Puis je sais qu'il y a une structure, qu'il y a des étapes. Fait qu'on pourra prendre le temps d'en jaser ici. Ben, le co-développement, pour moi, c'est une pratique de co-leadership, donc qui s'insère dans des pratiques de co-leadership. Vous le savez, moi, je suis passionnée de co-leadership. J'ai écrit 2 livres, plus un guide de coaching ourselves. Donc, c'est quelque chose que je pratique depuis 2011. Là. Mais ce qui m'a intéressée, moi, c'est d'oser. OK? Parce que quand j'ai connu le co-développement, on fait le co-développement dans des groupes de soutien, on fait le co-développppement juste avec des gens qui ont des professions similaires, il n'y a pas de niveau hiérarchique, etc. Moi, je suis là, mais moi, je veux être catalyseur de changement. Moi, je veux créer un environnement où est-ce qu'on peut avoir des conversations, où est-ce qu'on se sent dans un environnement de sécurité psychologique, où est-ce qu'on est capable de pouvoir évoluer puis grandir ensemble. Ben ça, pour moi, si je veux avoir un impact dans des entreprises, il faut que je le fasse avec des niveaux hiérarchiques. Exact. Parce que sinon, je suis jamais en train de changer les choses. Mais j'ai fait pendant des années des groupes de co-développement avec des mêmes niveaux hiérarchiques dans des programmes de développement du leadership. C'est le co-développement, au fond, c'est 3 mots, hein, c'est co-créer des solutions, accélérer des projets puis des objectifs, puis c'est évoluer, c'est progresser en apprenant les uns des autres. Ça, c'est donc, puis on a une méthodologie ensemble qui a 7 étapes, puis qui crée une sécurité psychologique où est-ce qu'il y a une personne du groupe qui va amener un projet ou un objectif, puis on est comme dans une posture de co-coaching ensemble, mais on est au-delà de la résolution de problèmes parce que on s'est dit qu'on veut apprendre les uns des autres. Intelligence collective. Plus loin que l'intelligence collective, parce que c'est la notion
d'apprentissage. Okay. Et pour moi, ça, c'est très, très important parce que c'est beaucoup ça qui va créer le safe space. Parce que ensemble, on se fixe une intention d'apprentissage. Si j'ai un sujet, par exemple, qui est sur la mobilisation d'équipe ou qui est sur l'introduction de l'intelligence artificielle dans mon équipe ou un autre sujet, ben, on se dit qu'on est à la croisée des chemins. On a ça, on veut apprendre ensemble de ça. Ouais. OK? Parce que quand je suis juste en résolution de problèmes, ça se peut que je challenge, que je suis dans un mode de débat, je suis pas dans un esprit de bienveillance. C'est ça. OK? Je comprends. Ça veut pas dire que j'apprends. Parce que quand on apprend comme adulte, c'est qu'on a réfléchi sur l'action. OK. OK. On a réfléchi. Parce que ça veut pas juste dire qu'on a fait de la co-création, qu'on a appris. Faut le stimuler. Faut le stimuler. Tu sais, c'est comme, ça a été quoi mon wow, ça a été quoi mon aha, puis c'est quoi mon oui, qu'est-ce que je fais concrètement, puis comment est-ce que j'ai progressé sur mon intention d'apprentissage, qu'est-ce que je me suis fixé au début de ma séance de co-développement. Ouais. Exact. Ben, ces petits objectifs-là aussi, ça vient chercher chaque personne individuellement exact, aussi. Tout à fait. C'est ça, fait que tout le monde apprend et se développe à leur manière aussi. Exactement. Donc, tu sais, quand tu me parlais tout à l'heure, c'est ça, de ce développement individuel-là pour arriver dans un leadership partagé, c'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel. Mais je reviens là-dessus, c'est sur cette posture-là. C'est une posture quand même d'humilité. Exact. C'est ça. Ouais, humilité. Ouais, puis on sent de growth mindset. Ouais. C'est ça. Parce que les gens qui veulent être dans un esprit de co-développement, ils ont cet objectif commun-là de co-créer des solutions et puis de grandir les uns des autres. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est ça. Ouais, mais souvent, il y a des gens pour qui ils sont prêts à l'essayer parce qu'on dit, tu sais, le co-développement, c'est l'essayer, c'est l'adopter. J'adore. Est-ce que les gens qui l'essayent, ils l'adoptent toujours? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, puis c'est correct. Ouais. C'est vraiment, ça se peut que ça soit pas pour toi du tout. Puis, tu sais, c'est pour ça que le co-développement, c'est complètement différent d'un World Café, par exemple, parce que quand tu fais un café du monde, au fond, tu amènes un enjeu collectif. Tu sais, cet enjeu-là, c'est la mobilisation de nos équipes, mais tandis qu'en co-développement, c'est toi, c'est une personne du groupe qui amène cet enjeu-là. C'est complètement différent. Tu sais, le niveau d'imputabilité, de accountability, il est complètement, c'est ailleurs. Là. Ouais. Puis justement, en fait, j'ai 2 questions. Oui. La première, c'est quel genre de sujet qu'on peut apporter justement dans une activité de co-développement? Oui. Donc, c'est ça. Pour moi, il y a 2 types de groupes de co-développement qui existent. OK? Donc, il y a des groupes de co-développement qui sont plus des groupes de soutien que j'appelle. Beaucoup, quand on a créé le co-développement au départ, avec Adrien Payette puis Claude Champagne, c'était beaucoup des groupes de soutien. OK? Donc, et avec la recherche, avec Maxime Paquet, Nathalie Lafranchi, toutes nos expériences aussi, puis comme moi, je venais plus d'une formation, plus de business, etc., moi, je me suis intéressée à un co-développement que je dis c'est un co-développement aligné. Parce que si tu veux amener du co-développement dans l'entreprise privée, etc., il y a une attente de retour sur investissement. Il y a un retour, il y a une attente d'alignement. Donc, moi, c'était toujours, oui, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis on l'aligne à quoi? Okay? On l'aligne à une stratégie d'affaires. Est-ce qu'on l'aligne à un profil de développement du leadership? Okay? Donc, pour moi, est-ce que le groupe, je me suis intéressée qu'il y a un thème? Est-ce que notre groupe a un thème général? Est-ce que notre thème général, c'est sur la gestion de changement? Est-ce que notre thème général, c'est sur la transformation? Est-ce que notre thème général, c'est sur la mobilisation? Est-ce que c'est sur les 5 compétences qui sont sur notre profil de développement du leadership? Ça, pour moi, c'est différent d'un groupe de soutien. Parce que si j'ai un groupe de soutien, le contrat qu'on a ensemble, c'est qu'on est ensemble. Puis si moi, je t'aide, ben toi, prochaine rencontre, tu vas m'aider. Donc, c'est pas vraiment grave si mon sujet, il t'intéresse pas. Parce que notre contrat ensemble... Il est plus transactionnel. Il est dans un aspect de soutien. OK, c'est ça. Donc, on n'a pas vraiment besoin de faire non plus l'étape de préparation que j'appelle l'étape 0. Parce que le contrat qu'on a ensemble, c'est on s'aide à tour de rôle. Ouais, c'est ça. Tandis que moi, je me suis intéressée, comme mes clients me demandaient c'est quoi le retour sur investissement, puis en plus, je me suis intéressée à oser à implanter le co-développement avec des niveaux hiérarchiques, le sujet qu'on amène, il faut que je prépare la personne. Il y a toujours des objectifs en arrière des actions. Toujours, parce que aussi, le sujet, OK, tu sais, si je réunis des personnes seniors autour de la table, c'est beaucoup d'argent. OK? Donc, dans ce contexte-là, les gens, what's in it for me? Oui, absolument. OK? La fameuse, je te dis toujours, la station de radio, là, WII-FM, là, ça, c'est la station de radio, les gens l'écoutent. WII-FM, c'est le what's in it for me.
Donc, le sujet que j'amène, ben, est-ce qu'il est aligné avec le mandat ou l'objectif de notre groupe? Est-ce que ce sujet-là que tu amènes, il est sur la mobilisation du talent? Est-ce qu'il est sur l'intelligence artificielle? Ou là, tu es en train de m'amener un sujet qui était complètement différent? Okay? Donc, ce côté-là d'alignement. Puis, en quoi ce sujet-là, au fond, il va être porteur d'apprentissage pour le groupe? Ce qu'on a moins besoin dans un groupe de soutien. Et la différence? C'est ça. Exact. Donc, il y a plusieurs sujets, mais tout... comme ça, un groupe de soutien, si l'entreprise accepte, puis tu sais, je pense par exemple dans la pandémie, dans les cégeps, par exemple, dans les écoles, il y a eu plein de groupes de soutien. Il y en a eu beaucoup au gouvernement aussi. OK? Mais l'organisation accepte au fond qu'elle va pas vraiment demander un rapport. Tu sais, de dire qu'est-ce qui est sorti de ce groupe de co-développement-là. Je comprends. C'est moins... pas poussé, mais c'est moins peut-être approfondi. Ben, c'est plus organique, je dirais. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis ce qu'on a offert dans notre organisation, c'est un groupe de soutien. OK. Puis c'est très confidentiel, qu'est-ce qui est là. Tandis que si on le veut, puis ça soit orienté à une stratégie, ben, on va ensemble se dire qu'est-ce qui potentiellement pourrait sortir de notre groupe. Donc, les thèmes, par exemple, pourraient ressortir. Vous pourriez aussi ensemble, quand on va faire notre bilan à la fin, qu'est-ce qu'on a appris? Ben, ça, tout le monde, hey, wow, tu veux partager à tes collègues comment tu as grandi, comment est-ce que tu as appris, puis tout ça. Donc, on le partage, ça. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'une organisation va plus aller vers le groupe de soutien vers le co-développement? Je pense que c'est vraiment les besoins de l'organisation. C'est vraiment, vraiment, là, comme n'importe quoi. C'est pour ça, pour moi, dans tous les cas, quand il y a une organisation qui nous arrive, nous, puis qui disent on veut que tu nous aides à implanter des groupes de co-développement, la première question que je vais poser, c'est vraiment, ben parlez-moi de votre organisation, qu'est-ce que vous vivez, c'est quoi vos enjeux d'affaires, qu'est-ce qui vous amène à penser que le co-développement va être un bon moyen? Parce que c'est pour ça, pour moi aussi, que la fameuse étape 0 de préparation, là, moi, je me pose toujours cette question-là, si le co-développement, ça va être le bon moyen pour accompagner la personne, parce que peut-être que c'est rien qu'une discussion avec la personne RH qui va pouvoir l'aider. Est-ce que cet enjeu-là, il y a des enjeux éthiques? Est-ce qu'il y a des enjeux majeurs de confidentialité? Est-ce qu'il y a des gens qui sont interpellés dans ce groupe-là par rapport au sujet qui est apporté? Est-ce que c'est un enjeu qui est partagé aussi? Ça peut être le genre de question. Tu sais, on parle beaucoup de, justement, leadership partagé, puis c'est un aspect, justement, de co-créer. Fait que peut-être que, justement, c'est un sujet qui est partagé. Là, ça vaut peut-être plus la peine d'en jaser collectivement. Tout à fait. C'est ça qu'il y a des retombées un peu sur tout le monde et pas juste une personne. Exact. On a des exemples de comités de gestion qui ont décidé d'utiliser la méthodologie de co-développement comme c'était une pratique de co-leadership, puis ils l'ont fait à tous les mois pendant 1 an. Pour les aider à accélérer les projets de transformation de leur entreprise. Et donc, ils se sont engagés, ils étaient 9, ils se sont engagés que chacun à tour de rôle, y apportait un projet transversal dans lequel que eux autres étaient responsables. Le co-développement, pour nous, quand souvent on fait un lac à l'épaule, le problème avec les fameux lacs à l'épaule, c'est qu'il n'y a rien qui se passe après parce que c'est le quotidien. C'est pour ça que les gens viennent cyniques de forums de leadership. Mais quand tu implantes le co-développement pour accélérer les projets qui vont avoir été identifiés ensemble dans le lac à l'épaule, ben là, c'est un wow, là, on y croit. Mais souvent, ce qui sort des lacs à l'épaule, c'est des projets transversaux. C'est des projets qui, au fond, on a besoin d'être ensemble, c'est pas juste une personne, ou sinon, oui, c'est une personne, mais elle a besoin des autres. C'est ça. Donc, c'est des méthodologies qui deviennent hyper intéressantes pour accélérer des projets et des objectifs. C'est quoi les 7 étapes du co-développement? Oui, c'est ça. Donc, alors, comme je vous mentionne, c'est ça. Il y a l'étape 0, qui est l'étape de préparation du sujet, qui est très, très importante dans ce contexte-là que j'ai parlé. C'est-tu comme un peu l'analyse de besoin, la préparation, ou non? Ben, comment je dirais ça? L'analyse de besoin qu'on a documentée beaucoup dans notre livre, qui fait partie des conditions essentielles au succès, ça, pour moi, c'est plus à un niveau business, à un niveau organisationnel qu'on pose un diagnostic. Si cette méthodologie-là va être la bonne pour répondre aux besoins. OK, je comprends. OK? Mais au fond, l'étape 0, indirectement, oui, parce que il y a une question de, comme je mentionne, est-ce que c'est aligné au thème qu'on s'est tous entendus?
toi, souvent, nous, on va inviter les gens à se fixer une intention d'apprentissage, même au début, pour se dire comment ils veulent grandir pendant tout ce parcours-là. Est-ce que ça aussi, c'est en lien ou tu l'as oublié puis t'as amené comme, tu sais, ton urgence du moment? Vraiment intéressant. OK? Ouais. Bon. Donc ça va se passer généralement, c'est le client qui va décider, est-ce que tu veux qu'on se prépare 48 heures avant la rencontre? Est-ce que toi, c'est une question de tu aimes te préparer d'avance? Il y en a qui c'est 2 semaines avant, tu sais, parce que ça demande de l'humilité. T'es devant tes pairs. Ouais, hein? OK, ça demande du courage. C'est du courage, oui. Oui, c'est ça. Donc, tu veux, puis tu as besoin d'avoir un esprit de synthèse. Tu vas avoir 6 à 10 minutes pour présenter ton sujet. Donc, il y en a pour qui sont très analytiques, ça leur prend beaucoup de temps. Okay. Puis ils veulent se sentir rassurés. Comment tu veux que je t'accompagne, moi, durant cette séance-là? Mais toi, tu peux aussi aider à la préparation des gens. Ah ouais, non, toujours. C'est ça. Il y a d'autres collègues qui font pas cette préparation-là. Mais comme je te mentionne, moi, je l'ai implanté dans des milieux, c'est ça, où est-ce que j'ai besoin de travailler sur la sécurité psychologique. Ouais, fait que c'est pas vraiment besoin. Ouais, c'est ça. Ce serait pas une étape facultative, selon dans toi. les milieux dans lesquels que je l'implante, où est-ce que je veux amener du changement, pour moi, c'est un incontournable. C'est nécessaire. C'est absolument essentiel. C'est vraiment, là, je le dis souvent aux gens, mais comme je mentionne, si tu veux implanter un groupe de soutien, probablement que tu n'en auras pas besoin. Ouais, c'est ça. Tu n'en auras pas besoin, exactement. Okay. Bon, après ça, quand tu rentres dans une séance de co-développement, il y a la première étape, là où est-ce que les gens vont se fixer une intention d'apprentissage. Okay. Et puis, on va partager aussi les principes qui sont importants pour nous. Donc, est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est la bienveillance? Puis le client, lui, qu'est-ce qui est important? Est-ce que les gens veulent que les gens le challenge? Mais au contraire, ils veulent plus de la bienveillance? C'est quoi qui est important pour toi? Puis est-ce que encore, y a-tu des enjeux de confidentialité face à ton à son sujet? As-tu besoin de le redire? Peut-être pas du tout. OK? Est-ce que vous abordez dans ça la culture un peu de l'entreprise? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être des liens au niveau de comme... c'est sûr que quand tu parles, par exemple, de la question de il y a quelques secondes sur l'analyse de besoins, mais c'est sûr qu'on fait un diagnostic de la culture. Ça, c'est absolument, absolument essentiel dans les critères de mise en place. Tu sais, comme... Par exemple, on veut vraiment s'assurer que les gestionnaires des participants dans des groupes de co-développement, ils vont être ouverts que la personne soit dans ce groupe de co-développement-là. Sinon, honnêtement, c'est toujours ça. Il y a toujours quelque chose qui est plus important. Ouais, c'est ça. Ça, c'est clair. C'est ça. Donc, et puis, après ça, la personne, on est ensemble, c'est un petit groupe, donc on est 6 à 8 personnes. Et puis, on a... 6 à 8, OK, parfait. Il y a 3 rôles. Donc, il y a un facilitateur où, pour moi, quand des groupes deviennent autogérés, il peut y avoir 2 facilitateurs. Moi, je crois beaucoup dans la co-facilitation quand c'est un groupe qui est plus autogéré parce que les gestionnaires sont très, très, très occupés. Donc, il y en a peut-être qui sont meilleurs à faire l'étape 0, qui ont plus le goût parce qu'ils aiment ça, le coaching individuel, etc. Puis comme il y a cette étape, c'est facile de se les séparer. Puis aussi, ça fait en sorte que tu peux être un backup parce que des fois, il y en a qui sont occupés, etc. Donc, on ne veut pas annuler une séance s'il y a quelqu'un qui n'est pas là. Puis c'est que moi, j'aime la co-facilitation parce que ça renforce la notion de co-leadership. Puis là, ils s'entraident dans leur force. Puis là, c'est fou, là, qu'est-ce qui arrive, là. Ils apprennent à se connaître, ils font des choses ensemble. C'est beau, là. Ça peut ouvrir des possibilités parce que tu peux voir des collègues dans leur force de facilitateur. Fait que tu peux penser, t'es comme, je savais pas que cette personne était capable de faire ça. C'est absolument incroyable. C'est vraiment, vraiment, c'est beau à voir. J'imagine, Donc, il y a le facilitateur ou le co-facilitateur. Ensuite, il y a le client coaché qu'on appelle, qui est la personne qui va amener son projet, son objectif, ça a une décision importante. Les autres, ils prennent le rôle de consultant coach. Ça veut dire qu'ils sont dans 2 postures. Ils sont là pour vraiment accompagner, coacher, mais ils sont là aussi pour apprendre. Ça, c'est très, très important. Tu arrives vraiment dans un mindset où est-ce que tu veux apprendre. Parce que le sujet, tu veux en retirer des apprentissages. C'est ça. Donc, puis après, là, il y a l'étape 2, c'est les questions. Donc, on pose soit des questions de clarification ou on pose vraiment des questions d'accompagnement puis de coaching. Donc, ça, c'est des postures différentes de questions. Parce que si je pose une question de clarification, je pose une question pour moi. Mais si je pose une question d'accompagnement et de coaching, là, je te pose une question pour toi. Qu'est-ce qui te préoccupe vraiment? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Qu'est-ce qui est hors de ton contrôle? C'est beaucoup plus puissant que si je te pose des questions où est-ce qu'il y a déjà une suggestion. C'est ça. Hein? Donc, ça, là, on a fait beaucoup évoluer le co-développement aussi parce qu'à l'époque, le coaching, ça n'existait pas vraiment. On parlait vraiment, si vous voulez, les écrits de départ, ça s'appelait la phase de clarification.
Et nous, on le fait beaucoup évoluer, c'est ça, pour que ça soit très puissant. Ouais. Et puis aussi, revenir beaucoup que le co-développement, les fondations, c'est l'Action Learning. Puis l'Action Learning, ben ça existe depuis longtemps. Au UK, ça a été créé au UK, ça existe dans le monde. Mais dans le Action Learning, c'est ça, c'est beaucoup des questions ouvertes. C'est ça. Puis après ça, bon, ben ça dure à peu près 16 minutes environ, des fois 20 minutes, dépendamment la taille du groupe. Puis après ça, ben, on continue d'être dans une posture un peu de coaching, d'accompagnement. Puis on arrive à la 3e étape, qu'on a fait évoluer aussi avec tous nos travaux, la recherche, où est-ce qu'elle est divisée en 2 étapes. Donc, l'étape 3A, l'étape 3B. Donc, les consultants en coach, ben, eux autres, ils vont partager leur lecture de la situation. Donc, on leur demande de réfléchir. Je comprends, j'entends, je ressens. Je me pose la question suivante en reformulant ton besoin. Puis ça, c'est tellement puissant. C'est de la relation d'aide en psychologie, on dirait. C'est ça. Mais c'est ça. Puis ça, là, c'est absolument incroyable parce que souvent, ton enjeu, il va être très gros. Puis là, ben là, le groupe va te l'amener ailleurs où ça va faire l'effet d'entonnoir, tu sais. Puis honnêtement, des étapes, quand l'étape 2, l'étape 3A est bien faite, déjà, là, wow, ça ouvre vers des nouvelles possibilités. Et là, ben, on va prendre une pause, puis le facilitateur va travailler avec le client coaché pour reformuler son besoin. Donc là, on va lui dire, ben là, maintenant, on va s'en aller, là, puis le groupe va t'offrir des idées, va t'offrir du soutien. Comment est-ce que tu voudrais que le groupe t'aide? Comment tu pourrais reformuler, au fond, ton besoin s'il commençait par comment? OK? Ben là, c'est incroyable parce que là, wow, il y a toute une autre évolution qui s'est passée. Il y a une reformulation du besoin. Puis là, ben, on revient, puis on va être à l'étape 4. Mais l'étape 4 en co-développement est très différente de d'autres méthodologies. Parce que en co-développement, on vise la divergence d'idées. On vise pas la convergence. OK? Tu sais, quand on est en design thinking, tout ça, donc on est dans des rencontres de résolution de problèmes, on veut la convergence. On veut arriver à une solution unique. Tandis qu'en co-développement, on veut de la divergence. OK? Donc, on veut le dialogue. On veut pas de débat non plus parce que toutes les idées sont bonnes. OK? Puis ça, c'est très, très important. Puis aussi, c'est que là, tu vas avoir du monde qui sont différents. Moi, je suis en marketing, puis je suis en train d'aider mon directeur de TI. OK? Puis je suis peut-être à voir ton enjeu là différemment. Mais ça comme, wow, toi, t'es pas en TI, puis tu es en train de m'amener complètement ailleurs. Wow. Okay? Mais tu dis qu'on veut pas de... Dans le fond, il n'y a pas de conflit, mais c'est plus, mettons, dialoguer, c'est ça? C'est que, au fond, c'est qu'en co-développement, on veut pas débattre les Pas de idées. débattre, non, OK. on ne veut pas entendre, par exemple, je suis pas d'accord avec toi. On essaie de comprendre, en fait, la vision. On est dans le « et ». Okay? On n'est pas dans le « mais ». Tu sais, souvent, les gens disent « oui, mais ». Oui, mais on est dans le « et ». On veut de l'innovation parce que puis on veut de la créativité parce que vous le savez, toutes les recherches le démontrent. Ça, il y a eu un Harvard Business Review sur le brainstorming, OK, qui démontre que les meilleures idées, c'est après 10 idées qui sont ressorties. OK. Donc, si moi, là, je suis pas d'accord avec ton idée, puis c'est la première idée qui sort, ben là, je suis en train de détruire que peut-être que cette idée-là, combinée avec l'idée neuve, va faire en sorte que, peut-être avec une évolution, une intégration de l'idée 5, que ça va être ça. Ça va être ça qui m'amène ailleurs. Et aussi, c'est que le client coaché, lui, à l'étape 5, c'est lui qui va choisir les idées qui s'appliquent. Mais comme c'est un groupe où est-ce qu'on apprend les uns des autres, okay, ben peut-être que le client coaché, il va prendre une synergie des idées comme 15 avec l'idée 2 puis l'idée 3. Mais toi, dans le groupe de co-développement, peut-être que c'était l'idée 1 qui s'applique à toi. C'est celle qui t'interpelle. Mais si on a déjà commencé à dire qu'elle était pas bonne, cette idée-là. Je comprends, je comprends. Puis les gens aussi sont quand même rattachés, je pense, à leurs idées. Tu sais, souvent aussi, oui, on essaie de convaincre, c'est la meilleure idée. C'est la meilleure idée. On n'est pas là pour convaincre personne. C'est vraiment un autre mindset. Puis c'est là où est-ce que on s'en vient à pratiquer aussi de se sentir à l'aise avec l'ambiguïté, d'être dans un mindset, où est-ce que on est plus ouvert à la diversité. Et l'autre chose que nous, on a fait beaucoup évoluer aussi dans le co-développement, c'est qu'à l'étape 4, c'est aussi le soutien.
OK? Ce qui n'existait pas auparavant. OK. OK? Puis le soutien, surtout comme je mentionne, okay? Moi, j'ai été fascinée à implanter le co-développement dans des équipes naturelles avec un lien hiérarchique. Donc, moi, je veux que les gens s'entraident après la séance de co-développement. Ouais. Donc, moi, j'ai dit, OK, c'est post-it jaune, c'est toutes les idées. Jaune, c'est pour la lumière. Puis le post-it, je peux le faire un post-it rose, c'est le post-it du cœur. Si c'est trop quétaine, on va faire un post-it bleu de soutien. Okay? Mais toi, comment est-ce que tu peux m'aider à la sortie de la séance de co-développement? Ouais. OK. Au-delà de... Ouais. Comme, nous, on a un exécutif en marketing, OK? Ça s'est passé il y a quelques mois de ça. On les a accompagnés dans une démarche, OK, de vision d'équipe, etc. Puis là, c'était le temps pour le plan d'action, tout ça. Donc, on a dit au directeur qu'on voulait que ça soit lui qui prenne le rôle de client coaché. Et lui, il avait un projet stratégique que ça faisait 18 mois qu'il avait dans son bureau puis qu'il n'a jamais amené à son équipe parce qu'il considérait qu'il était débordé. Okay. Mais sérieusement, c'était un projet là où est-ce que ça allait amener la business ailleurs. OK. C'était une nouvelle idée d'un nouveau produit. Ouais. OK? Innovation. Okay. Innovation. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Puis on a dit, toi, c'est le jet parfait, OK, qu'on peut amener en co-développement. Mais lui, c'était quelqu'un comptable de formation, OK, qui était plus habitué aussi de contrôler la prise de décision, OK? Son équipe se plaignait aussi qu'il y a des choses qui allaient trop lentement parce que ça fait le bottleneck, tu sais, comme toutes les décisions viennent vers toi, donc c'est sûr que ça va plus lentement, okay? Parce que les gens n'ont pas l'autonomie pour prendre des décisions, OK? Il a amené ce projet-là, là. Premièrement, c'était extraordinaire parce que lui, il a envoyé un message à son équipe qui voulait changer. Okay? C'est puissant, là, ça, là. OK? C'est lui qui décide d'être avec son équipe le premier à être client coaché. Ouais. Wow. OK? Donc, là, son équipe est là, wow, OK. On a tout travaillé pour amener de la sécurité psychologique, que tout le monde se sente à l'aise quand même d'être dans cette relation-là où est-ce qu'on est horizontal. C'est ça, hein? OK? C'est ça. Ça peut être intimidant. Exact. C'est ça. OK, tout à fait. OK? Et croyez-le ou non, mais à cette étape-là, il y a eu plein d'idées, c'était absolument extraordinaire. Mais quand est venue la notion avec les post-it bleus, croyez-le ou non, mais tout le monde a mis son nom et a écrit concrètement comment il voulait aider dans ce projet-là. Donc, lui, là, il est sorti avec une équipe motivée à bloc qui voulait s'impliquer avec un plan d'action qui avait été co-créé. Puis dans 3 mois, ce projet-là, il a été implanté en mode pilote dans 5 villes au Québec. Wow! Oh mon Dieu! Non, mais moi-même, je le raconte puis j'en ai des frissons. Ouais. Wow! C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Oui. Ouais. Mais on n'a pas fait ça avec une baguette magique. Non, OK? On a fait du travail en amont, là. Ouais. Ça. Aïe, c'est fou, c'est puissant, hein, juste l'approche de leadership, c'est très puissant de co-développement. Exact. Ouais. C'est ça. Donc là, après, on a parlé comme l'étape 5, comme je le mentionne, c'est l'étape du plan d'action. OK. Et il y a l'étape 6, et qui est si important, c'est qu'on demande à tout le monde, au fond, de faire part de leurs apprentissages. On appelle ça les 3 A. Okay. Donc, le premier A, c'est qu'est-ce que j'ai appris. Ensuite, le deuxième A, c'est l'action. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quelles idées que je retiens moi-même pour faire évoluer ma pratique? Tu sais, tantôt, ça revient à ta question de développement individuel. Ouais, c'est ça. Hein? OK? Parce qu'il y a cette notion-là. Et il y a la notion d'appréciation sur, au fond, comment est-ce que j'ai progressé sur l'intention d'apprentissage que je me suis fixée. Okay? Parce que je me suis fixé une intention, soit sur le sujet, soit parce que je voulais en savoir plus sur le co-dev ou sur les habiletés de base sur le co-développement, qui est l'écoute lors du questionnement, la rétroaction bienveillante, puis la réflexion sur ma pratique. OK. Donc, il y en a plein qui vont dire, écoute, oui, moi là, cette fois-ci, là, je veux vraiment, tu sais, je suis gestionnaire, je veux vraiment être plus en mode de coach, je veux pratiquer lors du questionnement. Donc là, ils vont revenir là-dessus, puis eux, ils vont avoir pratiqué d'avoir posé plus des questions ouvertes. Là, ils sont contents parce qu'ils voient qu'ils sont capables de plus coacher puis de devenir des meilleurs coachs. C'est ça. Okay. Puis ensuite, il y a l'étape 7. Ouais. L'étape 7, elle se passe après, OK? Parce que dans le co-développement, généralement, on veut avoir plusieurs sessions. Ouais, c'est ça. Donc, l'étape 7, c'est que c'est
le client coaché, OK? Mais ça se peut que ça soit pas à la prochaine session parce que c'est trop rapide. C'est le client qui va dire quand est-ce que tu pourrais revenir au groupe pour dire comment tu as progressé, toi. Okay. Donc, ça peut se passer en 2 mois, 3 mois. C'est ça. OK? Et c'est aussi les apprentissages collectifs parce qu'on veut revenir sur globalement, c'est là aussi, mais qu'est-ce qui pourrait potentiellement sortir de notre groupe? Okay. Puis là, ça, c'est environ... C'est quoi la période, en fait, de temps de ces 7 étapes-là? Comme 90 minutes à 120 minutes. Les 7 étapes? Non, oui, absolument, les 7 étapes. Oui. 80... je pensais que c'était comme sur une période de moyen, long terme. Au fond, ça, c'est... Si au fond, le co-développement, on a cette chance-là d'être capable de pouvoir le faire à de nombreuses reprises. Ouais. Donc, c'est ça qu'on veut. Okay? Ça n'empêche pas qu'une séance, comme je vous mentionne, qui est intégrée dans un parcours, a un impact très, très significatif. Ben oui, parce que c'est mais généralement, nous, ce qu'on voit, c'est que les équipes, là, ils l'implantent. Ils vont appeler ça, par exemple, un cercle d'innovation. Comme par exemple, dans l'hôtellerie, eux autres, ils appellent ça leur Monday Co-Dev. Soit ils font ça, puis ils sont 15, l'équipe de gestion, puis soit ils font ça tous les mois, mais des fois, écoute, ils sont trop occupés dans l'hôtellerie, là, c'est comme ils ont la boule à toupette, donc ils vont faire ça soit tous les 2 mois, sur une base trimestrielle. Il y a d'autres équipes de gestion, eux autres, qui ont décidé aussi d'appeler ça leur lab innovation, mais eux autres, ils implique des employés. OK. Puis, dans le fond, mettons, c'est sur une période, par exemple, d'1 an, que les gens se rencontrent et tout ça. À chaque rencontre, c'est une personne différente qui prend le rôle de client coaché, dans le fond? Exact. C'est exactement ça. OK, c'est bon. Exactement. Fait que chaque personne va comme y passer un peu. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est sur la même thématique, dans le fond? Au fond, là, c'est là que, comme je te mentionne, est-ce que tu as un groupe de soutien ou est-ce que tu as un groupe aligné? C'est ça. OK? Donc, si tu as un groupe de soutien, honnêtement, les thématiques vont changer. C'est ça. Parce qu'au fond, on se les même pas partagé. On n'a pas de thème. On est dans un groupe de soutien. Là, on est au mois d'août. On va dire qu'à partir de fin août, c'est toi, au fond, que c'est ton tour. OK? Puis moi, je suis 1 mois plus tard. Ben, honnêtement, c'est ça notre contrat psychologique que l'on a ensemble. OK? Tandis que, puis on n'a même pas nécessairement besoin d'envoyer d'agenda, c'est de thème. Tandis que pour moi, dans ce que je fais, c'est que les gens veulent savoir, hey, moi, là, je t'ai invité à 3 millions de rencontres. Là. Ça se peut très bien que dans mon agenda, là, j'ai 3 personnes qui m'ont mis une rencontre au même moment. Puis là, il faut que je choisisse quelle rencontre que je vais aller. S'il y a une rencontre qui est dans mon Teams puis que j'ai pas de thème, puis que je sais pas c'est quoi la valeur ajoutée de cette rencontre-là, t'inquiète pas qu'elle va sauter. Ouais, c'est sûr. Parce que 30 minutes, parfois, ça peut être... Mais là, c'est comme 90 minutes, là, mais 30 minutes, ça peut être gros quand même dans une journée. Mais généralement, c'est sûr que ça, c'est les étapes qui sont 90 minutes. Généralement, c'est minimum 2h30. Je comprends, OK. 2 heures, là, mais c'est ça. 2h30 parce que les gens veulent réseauter, tu veux faire un check-in, tu veux que les gens soient bien, etc. Tu veux que les gens aient la chance d'avoir une pause. Si ça va trop vite, ce qui va sauter, c'est l'étape 6. On va être en résolution de problème. OK. Puis la thématique revient à chaque séance, dans le fond, vu que c'est du codev. Parce que, si on a un codev aligné. Aligné. Codev aligné. Si on a un codev aligné versus un groupe de soutien. C'est ça. Codev aligné. C'est ça. La thématique revient toujours, mais c'est avec des sujets à l'intérieur qui sont différents ou des angles différents. Oui, c'est exactement ça. Des enjeux différents. OK, je comprends. Parce qu'on va faire une séance de lancement, toujours au début. OK? Et puis, sur cette thématique-là, au fond, OK, quels sont les défis que vous avez? C'est ça. OK? Et puis là, les gens vont dire, bon, c'est sur la mobilisation d'équipe, OK? OK, moi, j'ai tel défi parce que j'ai de la transformation, j'ai un projet d'implantation de technologie, je vois que j'ai beaucoup de résistance. Moi, j'ai un enjeu, justement, là, tu sais, là, de silo entre mes départements, OK? J'ai un enjeu de confiance. Mais la thématique, c'est ça, Mais elle reste. Et là, on va dire, parce que ça se peut très bien que le budget nous permet uniquement d'avoir 4 rencontres ensemble. Okay? C'est tout ce qu'on peut. Okay? Donc, faut le faire. Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir un espace. Moi, j'appelle ça nos oasis. Là. Quand les gens me disent, Nathalie, je me sens dans un oasis, là, j'ai réussi. Puis je veux créer... C'est quoi les conversations que je suis capable de faire en sorte de générer qu'on n'a pas ailleurs dans l'organisation? C'est ça. OK? Donc, ça, ben là, puis là, qui veut être client coaché? OK? Ben, oui, moi, je veux passer là au mois de septembre, moi, je veux passer au mois d'octobre, puis moi, je vais passer au mois de décembre. C'est pas mal plus puissant quand c'est les gens qui lèvent leurs mains. Puis là, après ça, je peux leur dire, ben, qui aimerait ça le faire le check-in? Puis à la 3e rencontre, y a-tu déjà quelqu'un qui voudrait pratiquer la facilitation?
Ça sera pas moi qui va animer, ça va être 2 personnes, puis moi, je vais vous coacher. Pour déjà commencer à faire en sorte qu'ils peuvent se pratiquer. Puis après toi, tu peux passer graduellement de l'entreprise. Ben oui, exactement, c'est ça. Puis où est-ce qu'on va faire la rencontre? Donc, il y en a souvent, c'est le fun de les faire dans les départements des gens. Tu sais, comme ça, aller dans un département de TI versus de t'en aller, tu sais, dans l'usine, OK, ça va être complètement différent. Puis il y en a comme ça, là, que, wow, OK, moi, je suis jamais venue dans ton département parce que les gens sont comme un peu partout. Sinon, on peut le faire en ligne aussi. Est-ce que c'est ça, c'est plus puissant d'être dans le département du client coaché ou d'être dans un environnement qui est neutre? Par exemple, de sortir, exemple, de l'organisation puis de faire ça. Pour moi, il y a des avantages puis des inconvénients. Il n'y a pas de solution unique. OK. Oui, il y a vraiment, il y a des pour et des contre. Ça, tu laisses le client choisir? Au fond, c'est ça va vraiment dépendre du type de groupe de co-développement qu'on va. Tu sais, par exemple, avec des entrepreneurs, ça, je trouvais ça absolument extraordinaire parce que, au fond, tu as des entrepreneurs qui viennent de différentes business. Mais, tu sais, quand tu as un entrepreneur qui est dans une business, on va dire de vente ou de marketing ou quoi que ce soit, puis tu en as d'autres qui est dans une usine, honnêtement, c'est une fierté, premièrement, que les gens t'invitent dans ton entreprise, ils te font visiter. Ça, c'est absolument extraordinaire. Là, je comprends bien mieux ta réalité. C'est le terrain. La réalité, puis comme tu parlais un peu de renforcement, de sécurité psychologique. Oui, exactement. Exactement. Ça avait créé un peu cette confiance. C'est ça, mais on se comprend qu'on va trouver une salle aussi où est-ce on fera pas ça dans une aire ouverte, là. Non. C'est ça. Exact. Tu parlais de département. Est-ce que tu peux aussi faire du co-dev dans des entreprises qui n'ont pas de département? Que c'est juste, par exemple, une petite entreprise puis qu'il n'y a pas de département à l'interne? Tu vois comme par exemple, comme là, dans cette équipe de gestion-là, eux autres, au fond, ils ont décidé de le faire dans une équipe eux autres. Dans ce cas-là, quand même, il y avait des départements, mais tu sais, c'est le comité de gestion, eux autres, qui se sont réunis ensemble, là. C'est ça. Ça pourrait se faire dans n'importe quel type d'entreprise. Encore une fois, pour moi, c'est surtout des entreprises, tu sais, qui veulent innover, qui croient dans le leadership partagé. Genre des petites startups, ça pourrait fonctionner aussi? Potentiellement. Je trouve ça toujours, tu sais, notre critère numéro 1, c'est le diagnostic. C'est le besoin. Je peux pas te donner de réponse, comme ça. Mais tu sais, des leaders qui sont prêts à faire les choses différemment, des entreprises qui sont innovantes, qui veulent faire évoluer, qui veulent être plus dans un leadership partagé. Ouais. J'ai peut-être une question, puis je sais pas après si toi t'en as d'autres pour qu'on passe à la suite. Oui. Mais tu sais, tu parlais justement que ça fonctionne bien justement dans des entreprises qui veulent innover, qui sont super ouverts au leadership partagé et tout ça. Oui. Comment convaincre peut-être des gens que justement ce partage de responsabilité-là ou cette co-création-là, c'est vraiment un outil, finalement, pour les entreprises. Tu sais, ceux qui, justement, sont peut-être moins actifs sur l'innovation ou qui sont des fois dans le day-to-day des opérations, puis c'est difficile de sortir puis d'aller voir un peu plus loin. Comment convaincre, justement, les entreprises que c'est un outil, vraiment, le co-développement? Bon. Premièrement, je me suis toujours dit, moi, comme personne, que j'ai personne à convaincre. OK. Moi, je suis pas dans un mindset de convaincre personne. Parce que ça, pour moi, je pense pas que ça va fonctionner. Donc, ça, c'est la première chose. Oui, t'influencer. Oui, être une bougie d'allumage. Oui, t'amener vers une réflexion. Oui, t'amener vers un projet pilote. OK? Ça, oui. OK? Mais je pense que c'est ça vraiment souvent le défi en ressources humaines. Je pense qu'on essaie trop de convaincre. OK? Ça, pour moi, c'est mais il faut bâtir des business cases. Puis il faut être très ancré dans la business. T'sais. Donc, tu sais, puis dans notre livre sur le co-développement, là, on a créé, on a fait 10 ans de recherche là, avec Nathalie, c'est pas moi qui ai dirigé ça, moi j'ai été coach dans les recherches, mais de Maxime Paquet, Nathalie Lafranchise. Là, on a des résultats scientifiques de recherche là, qui démontrent c'est quoi les... Je sortais pas un deuxième livre sans avoir les résultats scientifiques de recherche. Donc, on les a concrètement que ça démontre. Ces 3 mots-là, co-créer, accélérer, évoluer, là, on les a démontrés scientifiquement. Donc ça, c'est pour moi, ça, on les a, là. Ça. Donc, si tu as des dirigeants pour qui les chiffres, c'est important, ben là... On les a,
laisse un livre, laisse un chapitre, OK? Tu sais, j'en ai amené aussi des choses, tu sais, je pense que c'est important en ressources humaines de les avoir, ces statistiques-là. Tu sais, des études comme McKinsey qui disent des équipes qui favorisent la confiance sont 5,1 fois plus susceptibles d'être plus performantes. Ouais. Ben, ça peut t'amener des pistes de réflexion, OK? Tu sais, des équipes qui prennent des meilleures décisions ensemble, ben ils collaborent ensemble. Ouais, c'est ça. OK? Donc, est-ce que tu veux améliorer la prise de décision? Tu sais, des équipes qui sont connectées ensemble sont 25% plus productives. Okay. Les dernières recherches là de un des profs aussi avec Amy Edmondson et puis un professeur du HEC, là, son nom m'échappe là, mais ils viennent juste de sortir une étude où est-ce que les équipes qui sont innovantes, ce sont elles qui ont des pratiques d'apprentissage qui sont basées sur la réflexion. OK. Donc, à un moment donné, mais il faut toujours l'ancrer sur c'est quoi ton enjeu d'affaires. OK? Les gens, tu sais, pendant longtemps, j'ai formé des facilitateurs de groupes de co-développement. Cette formation-là est donnée à l'Association québécoise de co-développement professionnel. Mais les gens, pour moi, qui n'ont pas eu de succès avec l'implantation du co-développement, je dis toujours qu'ils ont bu le Kool-Aid. Tu sais, quand tu bois du Kool-Aid, quand t'es petit, ben ta langue est orange. Tu sais? Et puis, c'est que t'aimes trop ça. Puis l'affaire, c'est que là que t'essayes de convaincre qu'il faut faire ça. C'est bon que tu sois passionné, mais il faut pas que tu sois dans le quoi. Il faut que tu sois dans le pourquoi. Puis il faut que tu sois dans le comment. C'est vraiment ça pour moi. Puis c'est pour ça que j'ai écrit ce guide-là avec France sur comment implanter les groupes de co-développement. C'est la même chose pour le coaching d'équipe. Il faut avoir une perspective de développement organisationnel pour moi. C'est ça. Donc, c'est vraiment un mindset. Puis en développement organisationnel, il y a deux philosophies philosophie. C'est ce qu'on appelle qui est dialogic OD. Ou c'est le diagnostic OD. Ça, c'est complètement différent. Si tu arrives dans une intervention puis tu fais un diagnostic, ça veut dire que tu as fait des questionnaires, etc., des entrevues, puis là, tu déposes un rapport, puis tu as écrit des recommandations. Ouais, c'est ça. OK? C'est tout un défi après de faire en sorte que l'organisation puisse mettre en pratique les recommandations. Tandis que quand tu es dans une philosophie de dialogic, ça veut dire que tu impliques les parties prenantes dans la recherche de solutions et que c'est pas une destination, mais que c'est un voyage. Puis que tu vas t'ajuster en cours de route, puis que tu vas implanter des approches de co-création de ce que tu parlais tout à l'heure d'intelligence collective. Donc, ça peut être des cafés du monde, ça peut être le forum ouvert. C'est ça, c'est des focus groups, des choses comme ça. Exact. Je faisais, mais en tout cas, moi, je suis convaincue. Je suis pas, comment tu disais, convaincre. Je suis convaincue, puis je suis influencée, en fait. Je suis dans les deux cas. Oui, mais je pense que cette énergie-là est importante. Ouais, c'est ça. C'est comme, ben, moi, les gens me disent, t'es passionné. C'est ça. C'est comme quand j'ai implanté un forum ouvert, là, avec un de mes clients, OK, qui est dans l'hôtellerie, OK. Ben, au départ, OK, on a commencé, puis on a fait des cafés du monde, on a fait des World Café, OK. Bon, là, rendu à l'année 3, là, je lui ai dit, serais-tu prêt? OK? Parce que si tu fais un forum ouvert, ben les enjeux, puis tout ça, c'est pas toi qui est défini. Parce que quand tu fais un World Café, ben lui me dit, OK, voici Nathalie, c'est les 3 enjeux sur lesquels que je veux que tout le monde fasse de la co-création. OK? Donc, mais quand tu fais un forum ouvert, un open space, ben tout le monde est en cercle, et puis il y a des papiers au centre. Et puis, c'est une personne qui se lève puis qui dit, ben voici le sujet sur lequel que je veux me pencher. Puis, vous invitez les gens à s'en aller au sujet qui les interpelle le plus. OK? Puis, il m'a dit, c'est correct, Nathalie, je ne l'ai jamais vécu, mais j'ai vraiment confiance en toi, puis I'm going to trust the process. Ah, nice. Et puis, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Puis, il se rappelle toujours de cet événement-là de forum ouvert. Puis, il dit, trust the process. C'est ça. Puis avec ma collègue Ève, j'en souviendrai toute ma vie. Ça, c'était dans une très grande institution financière. Puis c'était le vice-président de gestion de risque. OK? Puis lui, il avait une équipe de 80 personnes. OK? Et il voulait vraiment faire en sorte, là, il y avait une transformation de l'entreprise. OK? Et il voulait vraiment que cette vision-là, OK, que le plan d'action pour
sa division de gestion de risque, OK? On se comprend ce type de personnes, au fond, qui sont en gestion de risque, co-créer ce plan d'action-là. Et puis avec Eve, ben, on a offert de faire un forum ouvert. Okay? Qui n'avaient jamais fait de leur vie, là. Moi, je m'en souviendrai toujours. Donc, il y avait le comité de direction, il était 10. Il y a une personne qui était là, mais c'est quoi ça, là? Écoute, tu sais, quand tu parles de résistance tout à l'heure, là, lui, là, il était dans notre courbe il était dans les... Oh my God! Écoute, là, on arrive, on faisait ça au Mont-Tremblant, OK? Je m'en souviendrai toute ma vie, on arrive, c'est le cocktail, puis ci, puis ça, puis il vient nous voir, puis il dit « You guys are gonna fail ». Oh! OK, là, il est fermé, là. On est à la veille. OK, on est la veille de l'événement. OK, on a 12 endroits, OK, parce que 80 personnes. On a des chambres d'hôtel, on a des endroits dans la salle, OK, tout ça pour faire le forum ouvert. OK, ça a été sur 2 jours. Ce gars-là, il est revenu à la fin, puis il nous dit, c'est le meilleur événement qu'on a jamais eu. C'est le plan le plus solide que j'ai jamais vu. Puis ça, là, lui, là, il avait passé sa carrière là. Donc, il a passé de 2 jours de être celui qui était comme notre fermé là, à celui qui est venu nous serrer la main. Wow. Oh mon Dieu, c'est tellement ça. Puis ça, c'est en gestion de risque. Wow. Puis le forum ouvert, ça, c'est le plus que tu peux aller vraiment comme plus loin d'émergence. OK. Parce qu'il y a pas de... Il y a juste un thème, il y a une question. Il y a juste une question générale. OK. Hey, mais c'est vraiment une belle discussion qu'on a. Pour vrai, j'aurais tout le temps plein d'autres questions, mais là... oui. Ben, on reprenait prise 2. Ben oui, ça va faire plaisir. C'est vraiment le fun de t'entendre parler, puis comme ça paraît que t'es passionné aussi, puis ça moi-même, ça me donne le goût d'en apprendre encore plus, puis c'est stimulant, comme tu dis. Ouais. Mais je pense que c'est important d'aller chercher différentes approches. Différentes approches. Tu sais, moi, je suis allée, j'apprends toujours. Ouais, tu sais, je suis allée me recertifier avec la formation de Gallup. Je suis coach Gallup depuis 2008, puis je suis allée rechercher ma certification. J'ai plusieurs pratiques. C'est pas, tu sais, je suis allée l'apprendre là, la formation, le forum ouvert. Là, je l'ai pas appris sur le tas là. Tu sais, donc il faut se former. Il faut aller puis être avec les meilleurs, aller observer. Moi, je suis allée observer les meilleurs. C'est ça. Mais, tu sais, je suis partie à Boston à un moment donné pendant 5 jours. Je fais une formation sur la facilitation. C'est pas... je lis énormément, puis je teste. J'adore tester des choses. Tu sais, on fait pas, j'ai tout le temps... on fait pas de la chirurgie à cœur ouvert, mais il faut créer de la sécurité psychologique. Il faut que tu sois... Puis souvent, être en co-facilitation. Moi, je co-anime là maintenant avec Ron. Et puis, ça, c'est puissant. Parce que, sérieusement, s'il y a quelque chose qui se passe dans un groupe, puis d'avoir des compétences, être en partenariat. Pas les deux en co-facilitation qui ont les mêmes compétences. Ça, c'est ça. Compléter. Il faut vraiment se compléter. Il faut vraiment se compléter. Avais-tu un dernier petit message à dire aux gens qui nous écoutent sur le co-développement ou le co-leadership, un message que tu aimerais transmettre aux gens? Je pense que vraiment, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel qu'on est, c'est incroyable là, ce qu'on vit. Quand tu dis, tu sais, le milieu du travail a tellement changé. Moi, j'ai commencé ma carrière où est-ce qu'on travaillait au même endroit. J'ai vécu l'arrivée du courriel. Où est-ce que, au fond, avant le travail, ça se faisait au même endroit entre personnes. Après ça, le courriel est arrivé. Ça voulait dire que le travail se faisait de façon asynchrone. Parce qu'au fond, je peux t'envoyer un courriel, puis toi, tu es à Hong Kong, puis tu travailles, puis après ça, tu me renvoies le travail. Donc, on travaille de façon asynchrone. Après ça, Internet est arrivé, où est-ce que l'information devient partout. Et là, maintenant, pour la première fois dans notre histoire, donc ce n'est plus des humains qui travaillent ensemble. Maintenant, on va travailler avec des robots. Ouais. Okay? Donc, on est dans une place on ne connaît pas les réponses. Et j'ai jamais vécu autant de transformations qu'aujourd'hui partout dans la planète. Donc, on vit des enjeux économiques, on vit des enjeux démographiques, on vit de la transformation de la technologie. Environnementale, sociale. On sort quand même d'une pandémie qui a eu des effets significatifs que l'on vit encore aujourd'hui. Donc, moi, je ne fais que rencontrer des gestionnaires, des leaders, puis plusieurs aussi membres des équipes qui se disent
Où sont nos réponses? Et c'est que le grand défi, c'est que on n'a pas la vision. Tu sais, auparavant, on était capable d'avoir une vision. Mais là, tout change tellement. Et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la clarté. C'est ça qu'on a besoin. Mais ça n'empêche pas que tu peux pas avancer, même si tu n'as pas complètement de clarté, mais il faut une intention. Oui, je comprends. Okay? C'est la différence. Quand tu es dans de la complexité, il faut que tu te fixes une intention puis que tu puisses travailler. Tu sais, c'est le cercle de Covey, là. C'est qu'est-ce qui est sous ton contrôle, qu'est-ce qui est sous ton influence, puis qu'est-ce qui est hors de ton contrôle. Ouais, donc, il faut travailler sur qu'est-ce qui est sous notre contrôle, c'est qu'est-ce qui est sous notre influence. Mais de se donner cette chance-là, allez-y, puis de voir vos collègues autrement. Ouais. Et puis de se donner d'essayer. Absolument. Pour moi, il faut piloter des nouvelles choses. Ouais. Ben merci, c'est vraiment un beau message. Est-ce que tu voulais faire les questions? Ben oui, on était rendus. Je pensais que t'allais terminer l'épisode. Non, ça me fait penser comme tout le monde en parle. Oui, c'est la question qui tue. La question qui tue. Est-ce que tu connais les jeux meilleurs? Non, je les connais pas, mais j'adore les cartes, donc... Ben, c'est ça, mais dans le fond, c'est des jeux de team building, c'est une entreprise qui est québécoise. Ben, écoute, vous m'apprenez quelque chose, j'adore ça. On dit toujours connaître l'humain en arrière du professionnel. Oui, bien sûr. Puis là, Ariane, elle a présélectionné 5 questions. Tu peux en choisir une puis répondre. D'accord, j'adore ça. OK, j'en choisis juste une. Oui. Ouais. OK, d'accord. J'adore ça. Wow! Lis-nous la question. Wow! Moi, j'avais dit tantôt, est-ce que c'est la question wow ou la question aha? Ça, c'est la question wow. Ouais, ben, la question, c'est que fais-tu pour recharger tes batteries? Que fais-tu pour recharger tes batteries? Mon Dieu, moi, passer du bon temps avec mon conjoint, avec mes amis, vraiment être en relation avec les autres. C'est vraiment ça que... Puis comme... J'avais tellement hâte de venir parce que je me disais, ce moment-là, avec vous autres, ça allait recharger mes batteries. Ça les a-tu rechargées? Ça me les a rechargées. Super! Oui, vraiment. C'est ça qui... Vraiment. Puis j'adore un des endroits que j'aime le plus, c'est le parc de la CEPAC au Mont-Tremblant. C'est beau, ça, c'est être devant un lac. Ouais. Mets-moi devant un lac, puis avec un bon livre. C'est ça. Je suis en train de lire Shoe Dog, qui est les mémoires. Les mémoires du CEO de Nike. Wow. Alors, c'est ça. J'aime beaucoup, beaucoup lire. Donc, merci du partage. Voilà. Exact. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci. Bravo pour votre podcast. Félicitations. Franchement, vous êtes des sources d'inspiration. T'es fine. Merci. Merci encore. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous repartager. Aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour d'autres contenus en santé organisationnelle.